Après 14 ans, j'ai découvert que mes enfants n'étaient pas les miens. Ma femme a dit à son amant que j'étais l'idiot parfait. J'étais anéanti, alors j'ai préparé ma vengeance. Après 14 ans de mariage, j'ai secrètement entendu ma femme dire à son ami au téléphone que mes 2 enfants n'étaient pas de moi, mais de son véritable amant. Elle a dit, il pense vraiment que ses enfants sont de lui. Tu imagines? 14 ans et il n'en a toujours aucune idée. Eric et moi, on le dit tout le temps. C'est l'idiot parfait. J'étais complètement anéanti. Alors, j'ai commencé à me préparer pour son grand jour. Bonjour. Merci pour votre soutien continu. Cela signifie beaucoup pour nous. Si vous appréciez les histoires que nous partageons, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ce serait formidable si vous pouviez aussi commenter en indiquant de quelle ville vous nous regardez. Nous pourrions vous faire une petite dédicace dans notre prochaine histoire. Aujourd'hui, notre dédicace spéciale va à Jackson de l'Ohio. Nous sommes ravis que vous aimiez nos histoires. Maintenant, plongeons dans les détails de l'histoire du jour. Je n'étais pas censé rentrer si tôt à la maison. Ma réunion avec un fournisseur a été reportée à la dernière minute, alors j'en ai profité pour prendre le café préféré de Mélissa en rentrant. Un espresso au caramel excessivement compliqué qui, selon elle, n'avait le bon goût que s'il venait d'un seul endroit à l'autre bout de la ville. Peut-être que je voulais juste lui faire une surprise. Peut-être que je voulais voir son sourire sans avoir à le demander. 14 ans de mariage vous apprennent certaines choses. Quand parler, quand se taire, et quand un geste signifie plus qu'une centaine de mots. Je me suis garé dans l'allée, le silence m'enveloppant comme un avertissement. Au début, je n'y ai pas prêté attention. La maison était trop calme. Pas le genre de calme paisible, mais celui qui retient son souffle. Je suis entré et je me suis arrêté, entendant un léger rire. J'ai souri instinctivement. C'était la voix de Mélissa. J'ai avancé plus lentement, le café toujours à la main, ne voulant pas gâcher la surprise. C'est là que je l'ai entendu. Il pense vraiment que ses enfants sont de lui. Tu imagines? 14 ans et il n'en a toujours aucune idée. Eric et moi, on le dit tout le temps. C'est l'idiot parfait. Mon souffle s'est coupé. Mes pieds se sont figés sur place, comme si l'air lui-même était devenu du béton. Mon cœur n'a pas martelé. Il est tombé. Mes mains tremblaient. Le café chaud a coulé de la tasse, me brûlant le poignet, mais je ne l'ai pas senti. Je suis resté là, derrière le mur, à écouter la femme à qui j'avais consacré ma vie se moquer de moi comme d'une blague récurrente. Elle a continué à parler, inconsciente de ma proximité. Non, je ne me sens pas mal. Il était toujours occupé à monter cette entreprise. Il n'a pas vu les signes. D'ailleurs, les enfants lui ressemblent assez pour que ça passe. Et Eric, ça a toujours été lui. Toujours. La tasse m'est tombée des mains et s'est brisée. Pas assez fort pour l'alerter, mais assez pour marquer le moment où quelque chose en moi s'est brisé aussi. J'ai reculé lentement, chaque cellule de mon corps criant pour des réponses, pour la justice, pour une confrontation. Mais au lieu de cela, j'ai fait quelque chose d'encore plus difficile. Je suis resté silencieux. J'ai nettoyé le café, essuyé mon poignet et je suis entré dans la cuisine comme si je venais de rentrer d'une longue journée de travail. Elle m'a souri, le même sourire que j'avais mémorisé au fil des ans. Celui qui, autrefois, me faisait sentir comme l'homme le plus chanceux du monde. « Hey, tu es en avance » a-t-elle gazouillé, déposant un baiser sur ma joue. « Tout va bien ?» J'ai hoché la tête. J'ai demandé où étaient les enfants. Elle a dit qu'ils étaient sortis avec sa mère. Je lui ai dit que j'avais apporté son café préféré, mais que je l'avais fait tomber comme un idiot dans le couloir. Elle a gloussé et s'est moquée de moi. J'ai ri aussi, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. La partie avait changé. Je n'étais plus son idiot. J'étais désormais son ombre. Et les ombres observent. Les ombres attendent. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau et j'ai fixé les photos de famille sur mon étagère. 2 enfants souriants. Mélissa la tête contre mon épaule. Moi, le père fier, le mari aimant. Mais maintenant, les sourires semblaient mis en scène. Les couleurs paraissaient fausses. J'ai regardé longuement et attentivement jusqu'à ce que les visages deviennent des étrangers. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché des services de test ADN privés. J'en ai appelé un.
Ils ont dit que les résultats pourraient prendre une semaine. J'ai fait en sorte qu'un kit soit envoyé discrètement au nom d'un ami. Puis j'ai appelé un détective privé, quelqu'un que j'avais utilisé une fois lors d'une fusion d'entreprise. Je lui ai dit que j'avais besoin de tout savoir sur le quotidien de ma femme, discrètement, sans l'alerter. Il a accepté, sans poser de questions. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à jouer un rôle. Le mari attentionné, le père joueur. Je souriais plus que d'habitude. J'ai ramené des fleurs. J'ai même réservé une table pour deux dans son restaurant préféré. Mélissa, toujours bonne actrice, a joué le jeu. Elle a même dit à ses amis à quel point j'étais adorable ces derniers temps. Mais sous la surface, j'observais chacun de ses mouvements, chaque regard sur son téléphone, chaque petit rire secret, chaque sortie rapide pour faire les courses. Je la surveillais comme un investisseur surveille une action qu'il sait sur le point de s'effondrer. Quand le kit ADN est arrivé, j'ai attendu que les enfants dorment. Je me suis glissé dans leur chambre et j'ai délicatement recueilli des mèches de cheveux sur leur brosse. J'ai tout manipulé avec soin, comme indiqué. J'ai tout scellé et je l'ai posté le lendemain matin en allant au travail. Je n'ai pas beaucoup dormi après ça. Chaque nuit, j'étais allongé dans le lit à côté d'elle, écoutant sa respiration, me demandant combien de mensonges elle murmurait dans son sommeil que je ne pouvais pas entendre. Me demandant depuis combien de temps elle avait planifié cela, me demandant s'il y avait des signes que j'avais manqués ou si je n'avais tout simplement pas voulu les voir. Les résultats sont arrivés un jeudi après-midi. J'étais dans mon bureau. J'ai ouvert l'email lentement, mes mains froides malgré la chaleur extérieure. Mon estomac s'est noué en lisant les mots, probabilité de paternité 0%. Pour les deux enfants. La pièce est devenue floue autour de moi. Toute mon identité de père s'est dissoute à cet instant. Il n'était pas de moi. Pas biologiquement, pas par le moindre brin d'ADN. Mais il m'appelait toujours papa. Il courait toujours dans mes bras. Il croyait toujours que j'étais leur héros. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai fixé le mur, sentant chaque battement de cœur comme un coup de feu dans ma poitrine. Mais ensuite, lentement, je me suis redressé. J'ai essuyé mon visage. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, ton histoire ne se termine pas comme ça. Le lendemain de la réception des résultats ADN, le monde a continué de tourner comme si de rien n'était. Les oiseaux chantaient toujours. Le trafic était toujours dense sur l'autoroute. Mélissa m'a toujours embrassé sur la joue en me disant de passer une bonne journée. Mais en moi, quelque chose avait changé de façon permanente. Je n'étais plus seulement un mari. J'étais un homme debout dans une maison en feu, prétendant que tout allait bien tout en cartographiant secrètement chaque issue de secours. Je n'avais pas l'intention de réagir. Je voulais effacer son confort et m'assurer que chaque sourire qu'elle me ferait à partir de ce moment ne ferait qu'alimenter ma stratégie. Je suis allé travailler comme d'habitude, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je fixais mon ordinateur portable pendant que les feuilles de calcul clignotaient devant moi. Le nom d'Éric apparaissait sur deux des contrats fournisseurs de l'entreprise. Je me suis souvenu comment je l'avais aidé à monter sa première entreprise de construction il y a des années, à l'époque où il était fauché et squattait notre canapé après une mauvaise rupture. À l'époque, Mélissa avait dit « aide-le. Il est comme de la famille ». Il s'est avéré qu'elle le pensait littéralement. J'ai réduit la fenêtre et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La trahison n'était pas seulement conjugale. Elle était stratifiée, chirurgicale et totalement intentionnelle. Mais j'en avais fini de jouer la victime. Je devais tout savoir, et vite. À la fin de la journée, j'avais un téléphone prépayé dans ma poche et un tracker silencieux glissé sous le pare-choc de la voiture de Mélissa. J'ai dit à mon assistante que je devrais travailler davantage depuis la maison au cours des prochaines semaines. Raison familiale. Elle a hoché la tête sans poser de questions. Pendant ce temps, le détective privé que j'avais engagé m'a envoyé son premier rapport. Mélissa s'était rendue 3 fois la semaine dernière dans un immeuble d'appartements de l'autre côté de la ville, une adresse qui ne figurait sur aucun de nos documents communs. Il a dit qu'elle y restait au moins 2 heures à chaque fois. Le résident de cet appartement, Éric Marchal. Je me suis assis dans le garage ce soir-là, moteur éteint, porte fermée, et j'ai laissé l'obscurité m'envelopper. Ce n'était plus du chagrin que je ressentais. C'était une rage portant la patience comme un costume sur mesure. La façon dont Mélissa me regardait dernièrement, comme si elle me faisait une faveur en restant. La façon dont elle faisait des commentaires désobligeants pendant le dîner. Tu es toujours si fatigué.
peut-être que si tu étais plus présent avec les enfants. Chaque mot résonnait différemment maintenant. Ce n'était pas de la critique. C'était du conditionnement. Elle m'avait conditionné à me remettre en question pendant qu'elle tissait un mensonge si profond qu'il avait un code postal. De retour à la maison, le dîner attendait. Spaghettis, pain à l'ail, salade, un sourire. Mélissa était douée pour faire semblant. Trop douée. Les enfants étaient assis en face, riant de leur journée d'école, et je me suis joint à eux, agissant comme si de rien n'était. J'ai même complimenté le repas, regardant ses yeux s'illuminer comme si elle avait gagné une récompense. Tu vois, tu souris à nouveau, dit-elle en touchant ma main. J'ai hoché la tête, lui serrant doucement la main en retour. Oui, ai-je répondu. J'ai l'impression que les choses commencent à avoir un sens à nouveau. Et c'était le cas, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait à côté de moi, j'ai ouvert le dossier sécurisé sur mon téléphone et j'ai écouté l'enregistrement audio que mon détective avait fait plus tôt dans la journée. Mélissa et Eric riant sur son balcon. Elle disait des choses comme « Il pense toujours que je suis loyal. Le temps qu'il le découvre, je serai parti et j'aurai la moitié de tout. » La voix d'Eric, ce n'est qu'une question de temps. Fais juste en sorte qu'il entame la procédure de divorce. Sois gentille. Amadoule. J'ai mis l'audio en pause et j'ai fixé le plafond. Elle ne me trompait pas seulement. Elle élaborait une stratégie de sortie financée par le travail de ma vie. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir et j'ai souri à mon propre reflet. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le genre de sourire qui vient lorsqu'un homme accepte enfin la vérité et lâche ce qu'il ne peut pas contrôler. Je savais ce que je devais faire. J'ai contacté un avocat discret, spécialisé dans la protection des actifs et la préservation du patrimoine. En une semaine, j'ai commencé à créer une nouvelle fiducie au nom de ma mère. J'ai commencé à transférer les titres de propriété. Pas en une seule fois, mais petit à petit, dissimulés sous des documents standards qu'elle n'aurait jamais remis en question. Elle ne prêtait jamais attention aux détails de toute façon. C'était mon travail. Pour garder Mélissa distraite, je me suis prêté à son fantasme. Je lui ai acheté un sac de créateur qu'elle convoitait. J'ai organisé une journée au spa pour elle et ses amis. Je lui ai même dit que j'envisageais de faire une pause dans mon travail pour renouer avec la famille. Elle a tout gobé. Chaque jour où elle croyait que je m'adoucissais était un jour de plus où je me rapprochais de sceller chaque porte derrière elle. Le détective continuait de me fournir des photos et des horodatages. L'appartement d'Eric, des retraits d'espèces, une carte de crédit cachée. Elle préparait sa fuite, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je me préparais à la laisser tomber. Puis, un soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon aîné, Mason, est venu dans mon bureau et a dit « Papa, je peux te parler ?» J'ai hoché la tête. Il avait l'air nerveux. Maman a dit que si vous vous sépariez, on irait probablement vivre avec oncle Eric. C'est vrai? Mon cœur s'est arrêté. J'ai gardé ma voix calme et j'ai dit « Pourquoi tu demandes ça ?» Il a haussé les épaules. Je l'ai entendu parler au téléphone. Je ne veux pas vivre avec lui. Il est bizarre. Je l'ai serré fort dans mes bras, cachant la tempête qui faisait rage en moi. Même les enfants étaient des pions dans son plan de sortie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il n'y aurait aucune pitié. Eric avait toujours été dans les parages. C'était le genre d'homme qui se glisse dans votre vie sous prétexte d'amitié et se met à l'aise avant que vous ne réalisiez à quel point ses racines sont profondes. Je l'ai rencontré lors d'un projet de développement immobilier il y a 10 ans. À l'époque, il sortait d'une start-up qui avait échoué et avait besoin de travail. J'ai vu du potentiel en lui. Il était un peu brut de décoffrage, mais il avait du charme, du charisme et assez de désespoir pour dire oui à tout. Je l'ai pris sous mon aile, je lui ai donné un rôle dans mon entreprise, je l'ai laissé dormir dans notre chambre d'amis pendant 6 mois. Je lui ai même donné une seconde chance quand il a volé dans la caisse d'un projet et l'a rendu le lendemain en implorant mon pardon. C'est Mélissa qui m'a convaincu de le garder. Il fait partie de la famille maintenant, avait-elle dit avec un doux sourire. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Le détective m'a envoyé un rapport complet ce matin-là. Mélissa se rendait chaque semaine à l'appartement d'Eric. Mais ce qui m'a retourné l'estomac, ce n'était pas la fréquence. C'étaient les photos, elle en tenue de sport, portant des sacs de course chez lui, elle partant tard le soir avec un de mes vieux sweats à capuche, elle l'embrassant sur le parking avec le genre d'affection qu'elle me réservait autrefois.
Il n'y avait aucune honte, aucune hésitation. L'horodatage montrait que ces visites remontaient à près d'1 an. La trahison n'était pas nouvelle. Il m'avait juste fallu tout ce temps pour voir la pourriture sous la surface. J'ai fixé une photo d'Éric tenant la main de ma fille alors qu'ils entraient dans un centre commercial. Ma fille. Et c'est là que quelque chose en moi s'est durci au-delà de toute réparation. J'ai commencé à examiner tous les dossiers financiers qu'Éric avait jamais touchés au sein de mon entreprise. J'ai découvert des anomalies, de petites sommes manquantes, régulières, au fil du temps. Des notes de frais falsifiées, des accords de fournisseurs douteux. J'ai demandé à mon comptable de creuser davantage. Ensemble, nous avons découvert une société écran qu'Éric avait créée, enregistrée sous un autre nom, mais qui recevait des paiements mensuels de mes comptes professionnels. Mélissa avait signé certaines de ces autorisations en tant que ma mandataire pendant que j'étais en voyage d'affaires. Ils ne couchaient pas seulement ensemble. Ils siphonnaient mes moyens de subsistance tout en riant dans ma maison, en mangeant ma nourriture, assis à ma table. Ils m'avaient transformé en un compte en banque ambulant. Ce soir-là, je me suis assis seul dans le salon, fixant les photos encadrées sur le mur. Il y en avait une d'un voyage en famille en Floride. Mélissa en robe d'été, moi tenant les 2 enfants, et Éric assis à côté de nous avec un sourire qui ressemblait maintenant à un masque. Je lui avais tout confié. Ma maison, mes enfants, mon entreprise. Et il avait tout pris et m'avait craché au visage derrière un sourire. J'ai pris le cadre photo, je l'ai regardé, puis je l'ai calmement décroché du mur et je l'ai posé face contre table. Cette photo était un mensonge, mais la vérité était maintenant mon arme. Mélissa a commencé à se montrer plus audacieuse dans les jours qui ont suivi. Elle a suggéré que nous vendions l'un des biens locatifs pour libérer des liquidités. J'ai accepté en souriant, puis j'ai immédiatement transféré l'acte de propriété à ma mère et l'ai classé comme un bien familial privé. Elle a également commencé à poser plus de questions sur nos affaires. Que arrivera-t-il à tout si quelque chose t'arrive, a-t-elle demandé pendant le dîner, en roulant des spaghettis sur sa fourchette comme si de rien n'était. Tu veux dire si je mourais, ai-je répondu. Elle a eu un rire nerveux. Je suis juste curieuse. C'est intelligent de planifier ces choses. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je planifiais tout, jusqu'au moindre détail. J'ai commencé à contacter des experts juridiques sous de faux noms. J'avais besoin d'une protection à toute épreuve, non seulement contre ces mensonges, mais contre tout piège juridique qu'elle préparait. Je savais ce qu'elle voulait. Elle pensait qu'une fois qu'elle aurait demandé le divorce, elle partirait avec la moitié. Elle n'avait aucune idée que je réécrivais les règles dans son dos. Elle n'avait aucune idée que c'était moi qui préparais la fin de partie, pas elle. J'ai commencé à semer des graines avec mon avocat pour demander le divorce pour infidélité et faute financière. J'avais des enregistrements audio. J'avais des relevés bancaires. J'avais des preuves visuelles. Et bientôt, je l'aurais acculé. Le week-end suivant, nous avons assisté à un barbecue de quartier. Éric était là. Je ne l'avais pas vu en face à face depuis que j'avais appris la vérité. Quand il s'est approché de moi avec son sourire caractéristique et a dit « Frérot, ça fait longtemps », j'ai souri. Je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai tapé dans le dos. Je lui ai même tendu une bière. Et à l'intérieur, je l'imaginais le traînant par le col jusqu'au sol et lui demandant combien de temps il comptait porter ma vie comme un costume. Mais j'ai tenu bon. Il a plaisanté sur nos années d'université. Mélissa riait à côté de lui. Je les ai regardés tous les deux et j'ai ri aussi, parce que le jour du jugement n'était plus une question. Il était programmé. Ce soir-là, j'ai de nouveau regardé Mélissa dormir. J'ai été frappé par son air paisible, et à quel point elle ne méritait pas cette paix. J'ai pensé à la première fois où je lui ai dit que je l'aimais, à la façon dont ses yeux s'étaient illuminés, à la façon dont elle avait pris ma main. Je me suis souvenu de notre jour de mariage, de la pluie, du baiser, de la promesse. Mais je me suis aussi souvenu d'autre chose. Le son de sa voix lors de cet appel téléphonique. Il pense toujours que ses enfants sont de lui. Cette voix n'était pas celle de la femme que j'avais épousée. C'était une étrangère. Et j'en avais assez de dormir à côté d'une étrangère. On dit que la trahison endurcit un homme, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est la force qu'il faut pour continuer à saigner devant votre traître sans broncher. C'est ce que j'ai fait pendant des semaines. Me réveiller à côté de Mélissa, préparer le petit déjeuner, jouer avec les enfants, et l'embrasser sur le front comme si je n'étais pas en train de démolir discrètement notre monde en coulisses.
Le masque que je portais est devenu une seconde nature. Chaque doux sourire, chaque hochement de tête, chaque contact de sa main était un mensonge. Une performance conçue pour me faire gagner du temps. Et j'ai si bien joué mon rôle qu'elle y a cru chaque seconde. Pendant le dîner, je complimentais ses repas. J'ai même réservé une journée au spa pour couple juste pour la maintenir convaincue que j'étais toujours l'idiot dévoué qu'elle croyait que j'étais. Pendant ce temps, mon avocat et moi finalisions les documents pour transférer chaque propriété que je possédais au nom de ma mère. Chaque maison, chaque actif, chaque investissement. Mélissa vivait toujours dans l'illusion que tout était un bien matrimonial. Mais elle ne savait pas que j'avais antidaté les transferts dans une fiducie créée il y a 2 ans, que je n'avais jamais activée jusqu'à présent. Elle ne pouvait pas réclamer ce qui ne m'appartenait plus. J'ai dû sourire à travers tant d'insultes, subtiles, comme quand elle disait « Peut-être que tu devrais laisser Eric gérer certaines des affaires. Il est plus rapide avec les gens. » Ou quand elle a plaisanté à sa sœur que « Jordan perd le contact. Il est trop vieille école. » Chaque mot me blessait profondément, mais je les classais. Chaque commentaire, chaque appel enregistré, chaque transaction bancaire douteuse. Mon détective continuait de me fournir de nouvelles informations. J'ai appris que Mélissa avait consulté un deuxième avocat. Celui-ci expert en règlement de divorce. Elle n'avait pas seulement une liaison. Elle élaborait une stratégie pour me vider de tout mon argent et disparaître. Mais elle ne réalisait pas que j'avais 10 coups d'avance. J'ai orchestré une fausse confession un soir. J'ai dit à Mélissa que j'étais stressé par le travail, inquiet de perdre des clients, peut-être même de faire faillite. Elle a marqué une pause, juste assez longue pour que je voie la lueur d'opportunité briller dans ses yeux. « Ne t'inquiète pas, chérie, » a-t-elle dit. « On va trouver une solution ensemble. » Elle m'a même massé les épaules et a proposé de gérer à nouveau les comptes du ménage. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Elle sentait la faiblesse et pensait que c'était son ouverture, mais j'avais déjà gelé les comptes joints. J'avais fermé les cartes de crédit. Elle ne l'avait tout simplement pas encore réalisé parce que les factures étaient toujours payées à partir d'un fonds de secours que j'avais créé au nom de ma mère. Je l'observais tous les jours comme un scientifique observant un sujet. Ses mouvements étaient calculés, mais son arrogance la rendait négligente. Elle a commencé à mentionner le nom d'Eric plus souvent dans les conversations, comme pour me préparer à la nouvelle normalité qu'elle finirait par dévoiler. Elle a plaisanté sur la chance que nous avions d'avoir un ami comme lui. Une fois, je l'ai surprise en train de regarder une photo des enfants avec un regard étrange, presque de culpabilité, mais il a disparu quand elle m'a vu l'observer. Mélissa ne prévoyait pas seulement de partir. Elle prévoyait de réécrire l'histoire pour que je sois le méchant. Et ça, c'était la partie que je ne pouvais pas laisser arriver. Ma mère a appelé un après-midi, inquiète. « Ça va, Jordan ? Tu as l'air distant. » Je l'ai assuré que j'allais bien, mais elle a insisté. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? » J'ai fait une longue pause. Puis j'ai dit, « Rien dont tu doives t'inquiéter pour l'instant, maman. Mais si jamais je te demande de signer quelque chose, fais-moi confiance et fais-le. » Elle a hésité, puis a dit, « D'accord. » C'est ainsi que j'ai su que je devais terminer cela sans que personne d'autre ne soit pris dans les décombres. Je devais isoler le cancer et l'enlever chirurgicalement. J'ai commencé à préparer la présentation. Cela semblait absurde d'une certaine manière, de concevoir un PowerPoint sur sa propre trahison. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin que tous ceux qui avaient toujours vu Mélissa comme une douce épouse souriante voient la vérité. J'ai rassemblé les journaux de SMS, les relevés bancaires, les photos, les transcriptions d'appels. Je les ai organisés en dossiers, vol financier, preuves d'infidélité, journaux de surveillance, mobiles juridiques. Chaque preuve était une balle que je tirerais d'un seul coup bien visé. Mais je n'étais pas prêt à appuyer sur la gâchette. Pas encore. Le timing était essentiel. Et son anniversaire approchait à grands pas. Mélissa planifiait son anniversaire comme un gala royal. Pas grand, juste intime, a-t-elle dit. Les amis proches, quelques parents, Eric, bien sûr. Elle n'avait aucune idée que je préparais quelque chose de bien plus mémorable. Je veux juste quelque chose de significatif cette année, m'a-t-elle dit en sirotant du vin dans notre jardin. J'ai hoché la tête. Tu t'en souviendras certainement, ai-je répondu, et je le pensais. L'image de son visage quand la vérité exploserait devant son cercle intime se jouait dans mon esprit comme un film. Je ne pouvais pas m'arrêter de regarder.
C'était la seule chose qui rendait le mensonge supportable. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait dans les semaines précédant ce jour. Je l'ai même emmené faire du shopping. J'ai ri à ses blagues. Je l'ai regardé tournoyer dans de nouvelles robes et lui ai demandé quelle couleur la mettait le plus en valeur. Je l'ai écouté dire à son amie au téléphone qu'elle avait enfin Jordan là où elle le voulait. Chaque faux moment nourrissait sa confiance. Chaque sourire de façade me donnait un pouce de contrôle supplémentaire. Elle ne savait pas que j'avais déjà changé les serrures de la maison de plage ou que le dernier document que j'avais déposé cette semaine-là la rendait inéligible à une pension alimentaire. Elle pensait qu'elle avait le temps. Elle pensait qu'elle avait le pouvoir. Mais tout ce qu'elle avait, c'était un compte à rebours. Et l'horloge était presque à zéro. Alors que la dernière semaine avant l'anniversaire de Mélissa approchait, je sentais la tension vibrer sous ma peau comme un faible courant électrique. Chaque moment que nous passions ensemble ressemblait au calme avant la tempête, lourd, épais, d'un poids que seul moi pouvais sentir. Je me déplaçais dans la maison comme sur un décor de théâtre, et j'étais le seul à savoir que le scénario était sur le point de basculer. Mélissa n'avait aucune idée de tout ça. Elle était occupée à finaliser la liste des invités, à s'agiter pour le parfum du gâteau et à choisir la robe parfaite. Pendant ce temps, je finalisais des documents, je montais une présentation et je préparais une démolition contrôlée de notre vie. Une démolition qui aurait lieu devant les personnes qu'elle voulait le plus impressionner. J'avais déjà transféré la dernière propriété au nom de ma mère. Discrètement, sans bruit, sans confrontation. Même la maison de vacances où Mélissa pensait que nous prendrions notre retraite, disparut. La seule chose à laquelle elle avait techniquement encore accès était le SUV familial. Et c'était uniquement parce que je n'avais pas encore eu le temps de transférer le bail. C'était parfois surréaliste, d'être assis en face d'elle au dîner pendant qu'elle rayonnait en disant à quel point, cette année semble juste chanceuse. Je souriais, j'hochais la tête, je portais un toast à son anniversaire et je pensais, ta chance s'arrête à la seconde où les lumières s'éteindront et où l'écran s'allumera. J'étais stratégique quant à la liste des invités. Je l'ai subtilement poussé à inviter certaines personnes. Son patron, sa cousine Mia, 2 de nos anciens amis de l'université, et bien sûr, Eric. L'idée était de remplir la pièce de ceux qui la respectaient et croyaient qu'elle avait le mariage parfait. Je voulais que la chute soit longue et dure, et je voulais des témoins. Mon avocat m'a dit que je marchais sur un fil, que l'humiliation publique pourrait se retourner contre moi au tribunal des divorces, mais je ne cherchais pas la sympathie d'un juge. Je cherchais à la dépouiller de chaque illusion dont elle s'était drapée. Et j'avais plus qu'assez de preuves pour justifier chaque action. Le technicien que j'avais engagé, le même qui avait aidé à sécuriser les serveurs cloud de notre entreprise, me devait une faveur. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une installation de streaming privé, qui me permettrait de projeter une compilation vidéo pendant la fête sans que Mélissa s'en aperçoive. Il m'a construit une séquence programmée. Au moment où je cliquerais sur un seul fichier, une boucle de preuves serait diffusée, enregistrements vocaux, photos, et enfin un PDF en plein écran des résultats du test ADN. Je l'ai testé 2 fois dans mon bureau, et les 2 fois, cela a fonctionné parfaitement. J'ai regardé les extraits seuls, les laissant me piquer une dernière fois avant de les utiliser comme des armes. J'ai passé cette dernière nuit à répéter ce que j'allais dire. Je ne voulais pas que ça sonne amer. Je ne voulais pas crier ou faire une scène. Je voulais être calme, froid, mesuré. Je voulais que chaque mot tranche net, sans fracas. J'ai pratiqué le discours en me regardant dans le miroir, étudiant mon reflet comme un homme étudie un champ de bataille avant d'y entrer. Joyeux anniversaire, Mélissa, ai-je murmuré au miroir. 14 ans, 2 enfants, et un mensonge magistralement conçu. Et je te remercie, car maintenant je vois tout. J'ai fait une pause. Je n'avais pas besoin d'en dire beaucoup plus, les preuves parleraient d'elles-mêmes. Le matin de la fête, Mélissa débordait d'énergie. Elle tournoyait dans la cuisine en robe de chambre, fredonnant pour elle-même. Ce soir va être si spécial, a-t-elle dit, passant ses doigts dans mes cheveux pendant que je buvais mon café. Je le sens. J'ai souri dans ma tasse et j'ai répondu, ça va être inoubliable. Et ça le serait, mais pas pour les raisons qu'elle imaginait. J'ai suivi les mouvements ce jour-là comme un fantôme piégé dans un souvenir. J'ai aidé les traiteurs à s'installer, j'ai disposé les chaises, j'ai vérifié 2 fois les cartons de placement des invités, et je me suis assuré que le câble du projecteur était bien caché. J'ai même envoyé un SMS à Eric en disant « Hâte de te voir, mec. Ça fait trop longtemps ». La maison s'est remplie de rires et de bavardages.
À 18h, les amis sont arrivés avec du vin. Les collègues de Mélissa ont apporté des fleurs, et Eric est entré, portant une de ses chemises impeccables, les bras grands ouverts pour une étreinte. Je lui en ai donné une longue, du genre qui détend un homme. Je lui ai servi un verre moi-même et j'ai porté un toast aux bons amis et aux jours meilleurs à venir. Mélissa était radieuse. Robe argentée, boucle souple, rayonnante de confiance. Elle m'a embrassé sur la joue devant tout le monde et a murmuré « Merci d'avoir rendu tout ça si parfait ». Je l'ai embrassé en retour. De rien. Maintenant, rendons-le vraiment inoubliable. Vers 19h15, quelqu'un a teinté son verre et a dit « Discours ». Discours. Mélissa a ri et m'a désigné. « Allez, Jordan », a-t-elle dit, les yeux brillants de joie. « Dis à tout le monde à quel point tu m'aimes. » Je me suis avancé, tenant mon verre. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne s'est pas brisée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri à la foule. Merci à tous d'être venus. C'est un grand plaisir de voir tant de visages qui ont fait partie de nos vies. 14 ans de mariage, c'est un voyage plein de joie, plein de leçons, et plein de vérités que nous ignorons parfois jusqu'à ce que nous ne puissions plus. Quelques personnes ont ri nerveusement. Le sourire de Mélissa s'est crispé. J'ai continué. Cette année, j'ai appris quelque chose qui m'a changé, quelque chose de douloureux, mais aussi de libérateur. Je me suis tourné légèrement, attrapant la télécommande. Et au lieu de vous le dire, j'ai pensé que je vous le montrerais. J'ai appuyé sur le bouton, les lumières se sont tamisées, l'écran s'est allumé, et dans ce silence, tout ce que j'avais porté seul pendant des semaines a enfin eu une voix. Mélissa s'est tournée pour regarder, et la première photo à l'écran était celle d'elle embrassant Eric sur un parking la nuit. La pièce est devenue silencieuse comme si on avait appuyé sur un interrupteur. La photo a figé le temps. L'image de Mélissa et Eric s'embrassant sous la lueur d'un lampadaire. Indubitablement proche, incontestablement intime. Des halètements ont parcouru les invités. Une des collègues de Mélissa a laissé tomber son verre de vin. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté là, la télécommande dans une main, regardant le visage de ma femme passer de la confusion à l'horreur. Elle a regardé autour d'elle comme si elle suppliait quelqu'un de lui dire que c'était une blague. Mais la diapositive suivante est apparue avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle. Relevé bancaire, transaction sortant de notre compte joint vers la fausse entreprise d'Eric, mois après mois. Les lèvres de Mélissa se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Puis sa cousine Mia s'est levée lentement de son siège, murmurant quelque chose à son mari. Mon avocat m'avait prévenu que ce serait le moment où elle pourrait s'effondrer ou exploser. Je m'étais préparé aux deux, mais ce que j'ai vu à la place était pire que l'un ou l'autre. Elle a essayé de rire. « Ce n'est pas drôle, Jordan », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Éteins ça. » Mais je ne l'ai pas fait. La diapositive suivante était un clip audio. Sa voix, claire et suffisante, s'adressant à Eric, le temps qu'il le découvre, je serai déjà loin avec la moitié de ses biens. Il est si naïf, il me remercierait probablement en partant. Le rire dans la pièce s'est complètement éteint. Même Eric, qui se tenait près de la porte-fenêtre, s'est figé. Son verre suspendu en l'air, intact. Sa confiance s'est évanouie comme une ombre à l'aube. J'ai légèrement augmenté le volume pour que personne ne puisse manquer ce qui allait suivre. Mélissa décrivant comment elle m'avait manipulé, comment les enfants n'étaient pas de moi, comment elle attendait juste le bon moment pour s'enfuir. Et puis, comme chorégraphié pour la cruauté, la diapositive finale, le scan PDF des résultats ADN. Probabilité de paternité, 0%. Pour les deux enfants. J'ai laissé l'image à l'écran. Je l'ai regardée. Je n'ai pas cligné des yeux. Ses jambes ont fléchi et elle a trébuché en arrière contre le mur, la main agrippant la table derrière elle. « Tu es dégoûtant », m'a-t-elle sifflé. « Tu as tout gâché. » Je me suis avancé, gardant ma voix calme. « Non, Mélissa, c'est toi qui as tout gâché. J'ai juste arrêté de protéger ta version de la vérité. » Eric a finalement parlé. « Mec, c'est déplacé. On devrait régler ça en privé. » Je me suis tourné vers lui et j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende, en privé ? Comme le compte en banque que tu as ouvert sous un faux nom ? Ou la maison que tu as achetée avec mon argent ? Une nouvelle vague de murmures a balayé la pièce. Le patron de Mélissa s'est levé et a dit doucement, « Je pense que nous devrions partir. »
Plusieurs autres ont suivi. La fête s'est dissoute plus vite qu'elle ne s'était assemblée. Les invités se sont dirigés vers la porte dans un silence stupéfait. Certains marmonnant des excuses, d'autres fixant Mélissa comme s'ils la voyaient pour la première fois. Elle a essayé de courir après Mia, lui attrapant le poignet. « Tu me crois, n'est-ce pas ? C'est juste, il exagère. » Mia a retiré sa main. « Je ne sais pas qui tu es. » Cette phrase a coupé plus profondément que tout ce que j'aurais pu dire moi-même. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Elle ne perdait pas seulement son mariage. Elle perdait son public. Quand le dernier invité est parti et que la porte s'est refermée derrière eux, le silence dans la pièce ressemblait à de la fumée après une explosion, épais, étouffant et impossible à ignorer. Mélissa s'est tournée vers moi, le visage plein de fureur et de désespoir. « Tu crois que ça te rend fort ? Tu m'as humilié. Tu as fait de nos vies un cirque. » Je me suis approché, gardant ma voix égale. « Non, j'ai mis fin au cirque que tu as créé. Je me suis juste assuré que tout le monde voit la tente s'effondrer. » Elle a tendu la main vers mon bras, mais je me suis écarté. « Ne fais pas ça, ai-je dit. La performance est terminée. Tu peux arrêter de jouer la comédie maintenant. » Elle a tenté de reprendre le contrôle. « Très bien. Tu veux un divorce ? Tu vas payer pour ça. Je te prendrai tout. » Je l'ai interrompu. « Tout ? Tu veux dire les propriétés qui ne m'appartiennent plus ? Les comptes auxquels tu ne peux pas accéder ? La fiducie qui protège mon entreprise. Il ne te reste rien à prendre, Mélissa. Tu as déjà assez pris. » Elle avait l'air stupéfaite. « Perdu. Tu as tout transféré ? » J'ai hoché la tête. « Il y a 2 mois, juste après avoir reçu les résultats ADN. Je savais exactement ce que tu essayais de faire, alors je me suis assuré que tu repartirais avec exactement ce que tu as apporté dans ce mariage. » Rien. Elle est restée silencieuse, la mâchoire tremblante. Son téléphone a vibré. Elle l'a ignoré. Je suis passé devant elle jusqu'à la table de la salle à manger, j'ai sorti un dossier en manille et je l'ai posé. « Ta copie des papiers du divorce. Déjà déposé. Tu seras officiellement notifié demain matin, mais j'ai pensé te donner un cadeau d'anniversaire en avance. » Elle a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Ses yeux ont balayé les premières lignes, puis sont revenus vers moi. « Tu es sérieux ? » J'ai hoché la tête. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Puis je me suis retourné, je suis monté à l'étage et je l'ai laissée seule au milieu des ruines de la vie qu'elle pensait contrôler. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que, finalement, je ne l'étais plus. J'étais allongé sur le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond, écoutant les sons silencieux d'une maison qui n'était plus remplie de mensonges. Mon téléphone a vibré une fois. Un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à expliquer et plus rien à cacher. J'ai pensé aux enfants, à la façon dont je leur annoncerais la vérité, doucement, avec précaution. Ils étaient innocents. Je m'occuperais toujours d'eux, même s'ils n'étaient pas de mon sang. Mais Mélissa, elle avait écrit sa propre fin avec sa propre plume. Le matin est arrivé tranquillement, mais l'air semblait différent, plus léger. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis réveillé sans une angoisse oppressante sur la poitrine. J'ai préparé du café en silence et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant le soleil s'étirer sur la pelouse comme s'il nettoyait tout ce qui avait pourri. J'ai entendu Mélissa bouger à l'étage, ses pas plus lents, incertains. Elle n'est pas descendue. La fête était finie. Le masque était tombé. Il n'y avait plus de jeu à jouer. La vérité était révélée, et maintenant nous devions vivre dans ses conséquences. Mais seul l'un de nous avait un plan pour cela. En milieu de matinée, on a frappé à la porte. Mélissa se tenait derrière moi en robe de chambre, demandant qui c'était. « Le shérif » ai-je répondu calmement. Elle s'est figée. Sa main est tombée le long de son corps comme si quelque chose venait de se briser en elle. Quand j'ai ouvert la porte, l'officier m'a salué et m'a remis l'avis de divorce officiel. Mélissa a reculé, s'enlaçant elle-même. « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver » a-t-elle murmuré. « C'est cruel, Jordan. C'est une annihilation publique. » Je me suis tourné vers elle. « Tu crois que je voulais ça ? Tu as allumé la mèche. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas voir le feu.
Alors que l'officier partait, elle s'est effondrée sur le canapé du salon, silencieuse, les yeux grands ouverts et vides. J'ai presque ressenti de la pitié. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de chaque instant où elle m'a manipulé. Chaque mensonge qu'elle a tissé en me souriant, en me touchant la main, en tenant les enfants comme si de rien n'était. Elle ne méritait pas la pitié. Elle méritait des conséquences. Je me suis assis en face d'elle et, après un long silence, j'ai dit, tu devrais commencer à faire tes valises. La maison ne m'appartient plus légalement. Elle est au nom de ma mère. Elle la veut vide d'ici le week-end. Mélissa m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Tu me mets dehors, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Où suis-je censé aller? J'ai haussé les épaules. Peut-être qu'Eric a un canapé. Ou peut-être qu'il est occupé à expliquer à sa femme comment il a utilisé son nom pour aider à siphonner des fonds de mon entreprise. Ai-je mentionné que j'ai parlé avec elle? Son visage a perdu toute couleur. Tu n'as pas fait ça? J'ai hoché la tête. Elle va bientôt demander le divorce. On dirait que tu n'es pas la seule à faire face à un divorce cette semaine. Mélissa a couvert son visage de ses mains et a poussé un son que je ne saurais définir. Mi-sanglot, mi-cri, mais ça ne m'a pas ému. Cette partie de moi avait disparu. Plus tard dans l'après-midi, mon avocat a appelé pour confirmer que tout avait été traité. Les actifs étaient bloqués. Le dossier judiciaire incluait des preuves d'adultère, de faute financière et de tromperie délibérée. Légalement, Mélissa n'avait droit à rien. Les enfants nécessiteraient une discussion distincte avec le juge, mais j'avais déjà préparé une déclaration demandant la garde conjointe, non par vengeance, mais parce que je les aimais. Peu importe ce que disait le test, ils étaient mes enfants à tous les égards qui comptaient. Je ne les punirais pas pour les décisions de leur mère. Je les protégerais, même si je ne pouvais pas protéger le mensonge dans lequel nous avions vécu. Eric, de son côté, avait commencé à s'effondrer. J'ai reçu un email anonyme de son assistante de bureau, une chaîne de messages transférés où il paniquait, suppliant Mélissa de réparer les choses, disant « Jordan est en mode nucléaire. On va tout perdre. » Il volait mon entreprise depuis des années, se cachant derrière de faux fournisseurs, des factures gonflées et des sous-traitants douteux. J'ai signalé les faits aux autorités avec des preuves documentées. Une affaire a été ouverte. Des accusations étaient en attente. Je n'ai pas eu besoin de crier vengeance. J'ai juste laissé la vérité faire son travail. La justice silencieuse. Le genre qui ne fait pas de bruit. Elle se présente, tout simplement. Le lendemain matin, la cousine de Mélissa, Mia, est revenue chercher quelques affaires qu'elle avait laissées pendant la fête. Elle n'a même pas regardé Mélissa en entrant. Elle a juste attrapé sa veste, m'a offert un signe de tête compatissant et a dit « Bonne chance, Jordan. Si tu as besoin d'un témoin pour quoi que ce soit, je suis là. » Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mélissa avait perdu plus qu'un mariage. Elle avait perdu sa crédibilité, son cercle, son illusion de contrôle. Elle s'est assise sur les escaliers après le départ de Mia, tenant son téléphone comme si elle attendait que quelqu'un vienne la sauver. Mais il n'y avait pas de message, pas d'appel. Personne n'a été laissé pour un idiot. Ce soir-là, je l'ai regardée emballer le premier carton. Lentement, silencieusement. Elle regardait les photos encadrées sur le mur comme si elles appartenaient à une étrangère. À un moment donné, elle a demandé « Tu penses vraiment que je suis un monstre ?» Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que les conséquences soient réelles. Pendant des années, elle a vécu avec la confiance de quelqu'un qui croyait pouvoir déjouer la vérité. Mais la vérité ne reste pas enterrée pour toujours. Elle attend. Et quand elle revient, elle emporte tout avec elle. Quand elle est partie le dimanche, elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a pas claqué la porte. Elle est simplement sortie avec une valise, de la même manière qu'elle était entrée dans ma vie des années auparavant, avec l'air de quelqu'un qui poursuit quelque chose. Seulement cette fois, il n'y avait rien qui l'attendait de l'autre côté. Juste le silence, juste les retombées, juste les pièces d'un jeu qu'elle pensait pouvoir truquer pour toujours. Je me tenais en haut des escaliers et j'ai regardé la voiture s'éloigner. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose d'inconnu s'installer dans ma poitrine. La paix. Un mois a passé, puis un autre. La maison était de nouveau calme, mais pas vide.
L'absence de tromperie avait sa propre musique, douce, honnête, sans menace. J'ai repeint la chambre, changé les meubles, enlevé chaque photo encadrée qui ne semblait plus réelle. Les enfants passaient du temps avec moi le week-end, et nous avons trouvé un rythme. Ils ont posé des questions, douces au début, puis plus profondes. Pourquoi maman est-elle partie? Est-ce qu'on va s'en sortir? Je répondais avec patience, jamais avec venin. Parfois, les gens mentent, leur ai-je dit. Mais la vérité finit toujours par se frayer un chemin. Et oui, nous allons nous en sortir. Mélissa a essayé de me contacter les premières semaines. Des messages vocaux, de longs SMS, une excuse à moitié sincère déguisée en diatribe. Je n'ai pas répondu. Elle ne cherchait pas à tourner la page. Elle cherchait de l'aide parce que les murs s'étaient refermés sur elle et qu'elle ne trouvait pas de porte. Eric avait été arrêté après qu'une de ses sociétés écrans eût été signalée lors d'un audit fédéral. Il a passé un accord, bien sûr, mais en échange, il a abandonné tout ce qui lui restait. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était retourné vivre chez sa mère dans l'Ohio et avait l'interdiction de faire des affaires dans l'État pendant 5 ans. Le karma ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, il laisse simplement le toit s'effondrer. Je pensais que c'était la fin. J'étais prêt à passer complètement à autre chose, à me concentrer sur les enfants, à me reconstruire de l'intérieur. Puis, un mardi matin, j'ai reçu la lettre. Une enveloppe blanche unie, sans adresse de retour, livrée en main propre à mon bureau par un coursier. Je l'ai ouverte lentement. C'était de Mélissa. J'ai reconnu son écriture immédiatement. Elle était tremblante, moins soignée que dans mes souvenirs. La lettre commençait doucement, comme si elle avait peur que le papier lui-même ne prenne feu. Elle disait qu'elle avait eu le temps de réfléchir, qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait, que la vie que nous avions construite lui manquait. Et puis est venue la phrase qui m'a fait lâcher la lettre un instant. Je suis enceinte et c'est de toi. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Enceinte? D'elle? De moi? Mon esprit est revenu sur quelque chose que j'avais presque oublié. Quelque chose que je ne lui avais jamais dit. Une visite discrète dans une clinique près d'1 an auparavant. Une décision prise après de longues discussions avec mon médecin. Une vasectomie. Je ne l'ai pas dit à Mélissa. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance à l'époque, je croyais encore que je pouvais arranger les choses, mais parce que je ne voulais pas d'autres enfants dans une maison déjà fissurée par des problèmes que je ne pouvais pas expliquer. Je ne lui ai jamais dit. Elle n'a jamais su. Alors, en lisant cette affirmation, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti quelque chose de plus proche d'une clarté calme. J'ai repris la lettre et j'ai continué à lire. Elle écrivait sur ses difficultés à trouver un logement. Comment elle ne pouvait pas retourner chez ses parents, ils lui avaient tourné le dos après la fête. Comment Eric s'était retourné contre elle quand les choses avaient mal tourné. Elle prétendait vouloir être coparente, repartir à zéro. Peut-être pourrions-nous reconstruire quelque chose, ne serait-ce qu'en tant qu'amis. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée dans le tiroir du bas de mon bureau. Je n'avais pas besoin de répondre. La vérité se révélerait bien assez tôt, comme toujours. Ce week-end-là, j'ai emmené les enfants au lac. Il faisait chaud, c'était paisible. Mason a essayé de pêcher pendant que Léa construisait un château de sable au bord de l'eau. Je les regardais, fier et un peu le cœur brisé à la fois. Ils n'étaient pas mes enfants par l'ADN, mais ils étaient les miens à tous les égards qui comptaient. J'ai appris à Mason à faire du vélo. J'ai tenu Léa la première fois qu'elle a eu une crise d'asthme et qu'elle pensait que le monde s'arrêtait. J'avais embrassé des genoux écorchés, aidé avec les devoirs de maths, lu des histoires avant de dormir. La biologie ne les a pas élevés. C'est moi qui l'ai fait, et je continuerai à le faire, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, alors qu'ils dormaient dans leur chambre, je me suis assis sur le porche, sirotant un thé, enveloppé dans une couverture. J'ai pensé au pardon, non pas pour elle, mais pour moi-même. Pour être resté trop longtemps, pour avoir douté de mes instincts, pour avoir laissé l'amour m'aveugler jusqu'au silence. J'ai pardonné à l'homme que j'étais parce qu'il ne savait pas. Mais l'homme que j'étais devenu, lui, savait exactement où se trouvait la ligne et il ne la franchirait plus jamais. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une autre lettre. Cette fois, elle n'était pas de Mélissa. Elle venait d'un cabinet d'avocats. Elle demandait une médiation. J'ai refusé. Laissons les tribunaux s'en occuper. Je n'avais plus de discours, plus d'écran, plus de surprise.
Je lui avais donné une place au premier rang pour assister à l'effondrement qu'elle avait construit de ses propres mains. Je n'avais pas besoin de lui donner quoi que ce soit d'autre. Ni mes mots, ni mon énergie, ni une seconde de plus de ma vie. Avec le temps, le poids s'est estompé. Mes matinées m'appartenaient à nouveau. La maison résonnait de vrais rires. Je me suis mis à la cuisine, j'ai recommencé à courir, j'ai même renoué avec de vieux amis que je n'avais pas vus depuis des années. Et quand les gens me demandaient comment j'allais, je leur disais la vérité. Je suis libre. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'à la fin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de laisser vos pensées dans les commentaires et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes et authentiques qui exposent la trahison, célèbrent la justice et nous rappellent à tous la force du silence. À bientôt dans notre prochaine histoire.